bienvenue pour ce deuxième épisode de notre quatrième saison. Aujourd'hui, c'est Damien qui va être le maître d'œuvre de notre meet-up. Il nous a préparé un petit quiz pour tester nos connaissances en C#. Donc, on va voir avec un thème bien particulier qui est sur les performances de C#. Donc, écoutez, on va voir comment ça se passe. On va voir si vous êtes bon en connaissance. Et Damien, je te laisse tout de suite la main. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Alors, en fait, je me base sur ce qu'avait fait ABC Arbitrage, qui ont créé une petite appli, qui ont présenté ça pendant dans le vieux monde, on va dire, pendant la conférence Ncraft. Et donc, du coup, j'ai repris le concept, j'ai un peu modifié à ma sauce avec des choses en sélectionnant les questions qui m'a semblé pour moi les plus intéressantes de ce côté-là. Je vous passe le lien. Après, si vous voulez d'aller voir plus en détail, vous pourrez, si vous voulez télécharger le code source, regarder toutes les questions, etc. Voilà. Donc, du coup, ça se présente en 3 parties. La performance, les allocations, performance 2. Aujourd'hui, on aura le temps de voir que la partie performance 1. Ce qui serait intéressant peut-être plus tard, si Richard est d'accord, on fera dans une autre session les allocations. Performance 2, c'est secondaire, c'est pas forcément... Si on s'ennuie, on peut le faire, mais sinon, voilà, performance 1 sera déjà pas mal. Donc, comment ça se présente lorsqu'on clique dessus? On a 2 exemples de code. On verra les différences. On peut se dire soit c'est ce code-là qui est plus rapide, soit c'est celui-là qui va tourner plus rapidement, soit c'est pratiquement la même chose. Alors, qu'est-ce qui doit être plus rapide? C'est la ligne jaune que vous voyez ici. En fait, dans le plus rapide, grosso modo, on va mettre un watch uniquement sur cette ligne-là. On ne va pas calculer la rapidité des autres lignes, genre par exemple la création du guide qui est faite en amont. On va vraiment juste vérifier ce qu'il y a dans le run. Voilà. Donc, dans cet exemple de code, la différence qu'on a, donc on va éviter le jeu de cette différence, ça va être le read-only qui est défini sur le struct, en sachant qu'on a des read-only définis au niveau des différentes propriétés de la structure. Voilà, donc du coup, à votre avis, et pourquoi, quel code est plus rapide? Ou est-ce que c'est la même chose? Moi, j'essaie déjà de voir la différence entre les deux. Il y a un public read-only struct. Ouais. Ah oui, ok. Je vais expliquer. Je vais essayer de dire à chaque question, je vais essayer d'expliquer c'est quoi la différence pour vous visualiser facilement le... Oui, il m'avait montré déjà ce slide, j'ai mis 5 minutes avant de trouver où était la différence. Et pourtant, Richard avait son ordinateur allumé. Voilà. Donc il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Ou pas. Pas forcément, je pense que c'est identique. Ou pas forcément. Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Aussi. Ok. Donc pour vous, ok. Alors, spoiler alerte. Alors, je ne vais pas donner la réponse, mais je vais vous dire que ce n'est pas la même chose. C'est soit l'un, soit l'autre. Celle de droite, je pense. Celle de droite, alors. Le compilateur peut inliner plus de choses, je pense. Le fait que tout soit read-only, même la struct. C'est pas une question d'inline. Non. Okay. Donc, effectivement, celle de droite. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il ne crée pas de constructeur de setter? Vu que c'est que du read-only. En fait, réellement, c'est une histoire de copie. Il va essayer de faire, quand on fait un guide.getC, grosso modo, il va essayer de faire une copie défensive de la structure dans ce cas-là, alors qu'ici, vu que c'est en read-only, il ne fera pas de copie défensive. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de copier dans mémoire, et dans ce cas-là, le code sera plus rapide. Voilà, on entre en la matière, c'est pas mal. Direct. C'est qu'une difficulté, une étoile, effectivement. C'est ça. Mais rapide de beaucoup ou rapide, c'est anecdotique? On parle d'un pet de mouche. Je n'ai pas testé personnellement. On pourra voir parce qu'il y a avec l'application, il y a tout ce qu'il faut pour benchmarker le code, les différents codes. Donc c'est intéressant. Mais je n'ai pas regardé en soi combien de temps tu peux gagner exactement.
Alors, du coup, Clairement, on parle celui-là. d'une copie de 4 GUID. Donc, une copie de 4 GUID, c'est 128 bits x 4. On parle de quelques nanosecondes. Point. Oui. Après, ça dépend Pour combien de pour fois une on seule. l'appelle, quoi, aussi. C'est ça, en fait. Après, ça, si tu l'appelles des Donc, millions de fois, ça dit c'est différent, mais Oui. dans la majorité des cas, c'est pas très important. Alors, Dans une celui-là, application crude, celui-là, la différence, c'est la façon dont on crée le tuple. Ici, un peu à la old way et ici, un peu à la new way. Donc, à votre avis, et moi, pourquoi? j'irais droite plus Quelle rapide. Moi aussi. Droite, parce qu'à gauche, c'est un tuple, à droite, c'est un value tuple. À gauche, Ouais, c'est une donc, instantiation. Ouais, on va dans le tas, alors qu'à droite, on va dans la stack. Exactement, ça va être ça. Ici, Tu as c'est potentiellement des améliorations de registre en plus à droite. à droite, c'est un built-in feature. Effectivement, c'est plus optimisé. C'est vraiment une vraie intégration de framework où ils ont optimisé un max le truc, et alors qu'à gauche, il y a une allocation de malade, etc. Enfin, oui, effectivement, c'est bien celui-là. D'ailleurs, en parlant de stack, j'ai découvert il y a pas longtemps, alors c'est vraiment nul parce que c'est vieux, les ref struct, c'est vraiment hyper puissant. On aura l'occasion d'en parler à l'occasion. Ah. Bah, je dis rien alors pour ceux qui savent pas. Voilà. Voilà. Donc ici, on utilise anti-span, alors qu'ici, on prend un substring pour récupérer les 12 premiers caractères du string. À gauche. À gauche, Donc, le span. à gauche, ouais. Ouais. Bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose? Non, effectivement, ça à gauche. Oui, effectivement, là où il va devoir faire une copie du string pour pouvoir faire un substring, etc. Alors qu'ici, c'est pas du tout le cas. Il va prendre le span, donc c'est-à-dire le string en lecture seule. Il va prendre les 12 premiers caractères et voilà. Ouais, Donc, il va clairement, donner un bout du tableau, mais pas. Enfin, je les vois pas rajouter une fonctionnalité qui est plus lente. Donc, je me dis que c'est à gauche, quoi. donc, les spans, c'est maintenant connu pour être. Vraiment. Mentalité certif, passage. Alors ici, la différence, c'est ce qu'on voit en jaune. Ici, on a un isString. Ici, on le casse, grosso modo, avec un as, et on voit s'il est différent de nul. C'est pas la même chose? Déjà à gauche. Ouais, gauche, ouais, je dirais aussi. Ah, mec, C'est la même chose, non? Je Oui. dirais que c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose, moi. C'est la même Ah, chose. je c'est la même me chose. demande chose, si les c'est deux pas trucs. projeté sur le même code, effectivement. Qui dit à gauche, qui dit à droite, qui dit à gauche, levez la main. D'accord. Et les autres, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est la même chose? La même Moi, chose. je dirais que moi, je dirais que c'est la même chose. Ouais. Alors, en effet, c'est la même chose. Ah, En réalité, quand on fait un isString, derrière, dans le code, il va écrire ça. Mm. Il va écrire ce qu'il y a à droite. Donc, au moment de la compilation en code IF. ouais, Donc, c'est un dynamic cast. voilà. Et si vous écrivez ce code-là, je sais pas, sur C# Lab, par exemple, pour voir le code généré, le binaire généré, vous voyez exactement que c'est exactement la même chose. Il n'y a même pas un bit de travers, quoi. Alors là, on parle au niveau du switch case. Alors, qu'est-ce qui est le mieux entre faire un switch case de ce côté-là, en sachant qu'il y a ou faire directement un if, en sachant que dedans, il y a une comparaison de type. Il y a un cast de type plutôt. C'est pas celui de droite, étant donné que à gauche, il va refaire un cast à chaque fois. Ouais, mais comme disait Michel tantôt, s'ils ont rajouté des nouvelles fonctionnalités, c'est que ça doit être pire. Ça ne marche pas à tous les coups. Ah, le Ça ne marche spoiler. pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups, on est d'accord. Mais bon, peut-être que. Non, là, c'est Rotor. Je pense que je dirais à droite. C'est moche, mais je dirais droite. Bah, c'est moche, mais si c'est vide, il dégage tout de suite, alors qu'il n'est pas obligé de tout faire. Quoi. Moi, je dis droite. Moi, j'aime bien la gauche. Moi. Droite. Ouais, Droite, Alors. sauf si le JIT est capable d'optimiser des choses, quoi. Ou sinon, Ouais, c'est la ça. même logique que l'autre. C'est la même chose, en fait. C'est que la compilation, du coup, ça écrit ça, en fait. Non, mais il risque de l'écrire deux fois le casting. Moi, je suis pas convaincu que c'est la même chose. Vraiment pas. Quand tu fais Alors. un switch, comme tu as un if avec un return direct là-bas, c'est pas du tout pareil. Hein. Est-ce qu'il est malin? Il fait qu'une seule fois le cast? Ça m'étonnerait pas. ouais. Et dans ce cas-là, ça serait à peu près la même chose. Bah, en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'à droite, comme il y a un premier if not isString, là, je pense que le JIT est capable de dégager tous les. Enfin, Ouais. tous les Pour moi- comparaisons de string ou autres sont potentiellement plus optimisées. À gauche, je suis pas sûr qu'ils réécrivent le code de la même façon pour être capable de dégager les isString deux fois, tu vois. Allez, D'accord. droite. Droite. Ouais, droite. Ok, bah vous êtes tous faux. C'est la gauche. C'est la gauche. Ah, Alors, c'est la gauche. Alors pourquoi? Effectivement, c'est un peu tricky. On parle beaucoup du cast qu'on voit facilement ici, mais il n'y a pas que le cast en .NET, il y a aussi les t-checks. Donc, effectivement,
les types check. Donc, grosso modo, le compilateur, lui, derrière, il va faire des types check pour savoir s'il peut faire son point length, etc. dans le truc. Alors qu'en fait, ici, à droite, et on va faire du cast, mais en plus du cast, il va faire du type check. Alors qu'à gauche, il a juste besoin de faire du type check et automatiquement, il va pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire dans les cases. Ce qui fait que celui-là, au final, est plus rapide. Ça tombe bien, c'est le plus lisible. Voilà, en plus. Je me suis mis récemment à cette structure et c'est vrai que c'est pas mal. Hein, ça écrit du code plus concis. Ouais. Ça fait bizarre. Ouais. Donc, du coup, donc le switch case, surtout les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont mises, voilà. Après, je mens pas. Hein. Si on clique sur le bouton spoiler, dedans, généralement, tu as les explications du pourquoi, du comment, etc. Donc, ils expliquent un peu. Donc là, il explique effectivement, il y a le type check qui est fait, alors que le cast, en fait, en plus du type check, devient redondant pour la partie du code droite. Voilà. Alors, celui-là. La différence, c'est que je me souviens bien. Ah voilà, ref, donc le ref, le strict ref, hein, Michel, contre le in. Ouf. Moi, je connaissais même pas le in. C'est quoi le in? Ouais. Le in, alors il faut que tu lises le dernier post de Patrick Smasher. Ouais, c'est de la covariance. Covariance, ouais. Ça m'aide. Ça m'aide à fond. Vas-y, explique, Laurent. Ouais, parce que là, covariance, même ça. Et tu ne ressors pas un troisième mot incompréhensible. Ah, covariance. C'est covariance et contravariance. Ah bah ça va, c'est cool, encore un mot. Alors c'est quoi la contravariance? C'est comme la covariance à l'envers. Voilà, il y en a un, c'est quand tu as un paramètre qui est en in et l'autre, c'est quand tu as un paramètre qui est en out. Et ça veut dire que quand tu es en in, tu peux accepter un type que sur des méthodes. Ton type générique, il a que des méthodes où il reçoit un paramètre in en paramètre, donc. Et le paramètre out, c'est quand il est que retourné. Par exemple, un enumerable, il a un out of t parce qu'il fait que retourner le type t. Et donc, c'est du covariant ou contravariant, je ne sais plus. C'est covariant le in. Le out, c'est Covariant. contravariant. Mais ici, le in, c'est pas le même in que celui auquel tu penses. Ici, c'est l'équivalent du ref read only, en fait. Exactement. Ce in là. Ah, ok. Je ne savais même pas que ça existait. Et je pense que là, le truc le plus rapide, je pense, c'est celui de droite, parce que celui de gauche, tu passes en in, alors que ta struct n'est pas read only. De mémoire, il y avait quoique tous tes fils sont read only, donc c'est celle de gauche quand même. Il y a une copie sur S. C'est quoi S do something? Mais ça, c'est du C++. Bah alors aussi, c'est. Ouais, je pense que c'est celle de gauche, parce que comme tous les fils sont read only, le in est fait optimiser, je crois. C'est dans quelle version de C# ce in? Je crois que c'est C# 7. Et si j'ai bien compris, par rapport à in, c'est que dans ta méthode de do something, tu peux pas la modifier les paramètres, parce que c'est plus en read only. À droite, tu peux faire comme tu des refs, tu peux automatiquement tout changer. Ouais, ça, mais à gauche, c'est aussi un ref, mais c'est juste qu'il est read only en plus. Donc tu peux pas le modifier. Ouais. Et encore, si le gars il avait mis des commentaires, j'aurais compris. Moi, je dirais celle de gauche. De gauche. Ça me dit absolument rien. Ouais, on est tous d'accord que c'est pas clean code, quoi. Si, c'est bien jamais content. C'est du perf code. C'est du chien des codes, quoi. Alors, en fait, quand on regarde le spoiler, alors il y a un truc là-dedans. Sur la réponse, je me méfie. Je veux le dire clairement. Alors, grosso modo, c'est pas très expliqué. Ils disent que utiliser un ref return évite la copie de la structure qui est faite. C'est juste ça. Donc, grosso modo, en fait, lorsqu'on fait un in, effectivement, dans la méthode, on n'a pas le droit de modifier le S. Et du coup, au retour du S, il va quand même te faire une copie. Alors que là, non. Le ref S, il va juste retourner la référence. Mais si tu aurais mis ta structure en read only, du coup, en fait, on revenait comme tout à l'heure, et on était bon en fait avec le in. Non, mais tu aurais peut-être une copie quand même. Ouais. Oui, tu aurais quand même une copie. Parce que là, c'est ton doSomething qui renvoie une ref aussi. J'avais pas fait gaffe à ça, mais ouais. Allez voir le code vrai piège, il est sur le ref de retour de pas. Donc le ref qui change tout. Voilà. J'ai jamais vu ce in en entrée là. Ouais, moi non plus. Et aucune méthode en in. J'arrive même pas à trouver la doc. Vous avez trouvé la doc dessus? Je peux te la trouver si tu veux. Ah, si, même Microsoft qui l'utilise pas en fait. Ah oui, c'est Sharp 7.2. C'est Sharp 7.2. En fait, c'est du Transact SQL, c'est pas du C#.
Mais du coup, le in, vraiment, quand tu le mets dans une méthode, c'est juste que si tu essaies de faire ta ta valeur, si tu veux faire ta valeur point quelque chose égale quelque chose, et ben, directement au niveau de la compilation, il va te refuser de compiler. Il va te dire non, parce que tu essaies de modifier une valeur qui est in. Donc c'est vraiment, tu peux pas en fait. Ah bon. Ouais, Ce qui peut, enfin, mis à part les problèmes de perf, ça peut être intéressant au niveau fonctionnel, quoi. Comme ça, ça évite dans ta méthode de faire n'importe quoi. C'est ça. Bah, c'est juste des problèmes de perf, parce que si tu mets pas de in, enfin si tu mets pas de ref en gros, parce que le ref c'est pour la perf principalement qu'on l'utilise. Donc si tu mets pas de ref, de toute façon tu as une copie, donc t'as pas de problème. Ouais. Tu peux la modifier quoi. Alors ici, on va essayer de faire un checksum, un user checksum plus précisément. Plus simple, c'est de voir ce code-là ici. Donc du coup, c'est pas quelque chose de ouf. Et à côté, on a la même chose. Ça fait exactement la même chose, mais de manière un peu plus complexe. Bon, après, on voit clairement les mots is hardware accelerated, etc. Donc on peut se douter assez facilement lequel est plus rapide. Maintenant, la question surtout que je vais vous poser, c'est pourquoi? Parce qu'il demande si le hardware est accéléré. C'est bien. C'est bon. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce qui se passe s'il ne l'est pas? Vector, c'est pas un truc qui va permettre d'utiliser des instructions processeurs spécifiques? Si, les SIMD, justement. Exactement, ouais. Et SIMD, tout à fait. Donc du coup, tout à fait. Vector, c'est juste l'instruction processeur qu'on peut utiliser directement en .NET, en C++, comme vous voulez. Et dans ce cas-là, en fait, ça va dire au processeur en question, même si tu as un seul corps, tout ce qu'il y a dedans, il va être exécuté parallèlement, selon ce que peut faire le processeur. Et c'est ça la grosse différence, en fait. Ton code, il ne fonctionne pas si le hardware n'est pas accéléré. Si ton code hardware n'est pas accéléré, bah, tu changes d'hardware. Ouais, ça veut dire que tu as un hardware qui a 10 ans aussi. Tu fous un trou en dessous, là. C'est ça. Donc, effectivement, dans certains cas, surtout dans les cas d'opération de ce type-là, avoir un vecteur, c'est largement contre-productif. Et je sais que ça augmente de beaucoup la différence. Est-ce que vous vous servez souvent de vecteurs de bits? Jamais. Ça me semblait. Je pense qu'on n'est peut-être pas les bonnes personnes pour ce genre de quiz. Mais attends, après, je trouvais ça intéressant à savoir en soi. T'as un quiz SQL aussi? Ton vecteur, c'est quoi? J'ai pas tout suivi là, je vois. Le vecteur, c'est quoi? Reviens sur le. Si tu peux. Je peux pas faire retour un tableau, si tu veux, de bits. Il n'y a pas de retour en arrière ici. Mais oui, vecteur, c'est juste une instruction processeur en fait. Pour Richard, dire, je te propose de regarder le replay. Oui. Non, mais la question ça que te fera une pose, nouvelle fiche. est-ce que si tu as une carte graphique, ça va aussi sur la carte, ça va sur la carte graphique? Non, c'est que pour le processeur. D'accord. En gros, il y a quelques opérations au niveau du processeur qui sont capables d'être parallélisées. En gros, les SIMD, c'est Single Instruction Multiple Data. Donc, en gros, quand tu vas faire par exemple, tu vas faire une addition entre plusieurs nombres, tu as deux tableaux de nombres, au lieu de prendre et que tu veux les additionner, au lieu de prendre le premier élément de chaque tableau, de l'additionner, le deuxième, de l'additionner. En gros, ton processeur est capable de les prendre genre 4 par 4 et de les faire en une seule. Enfin, de faire la même instruction, donc l'addition, sur plusieurs données, par exemple 4 données, parce que je crois que les vecteurs sont de 128 bits aujourd'hui. Peut-être il y a eu 256. À voir, je ne me rappelle plus. Mais en gros, il va prendre plusieurs données et faire la même instruction. Ce qui fait que ça fait une sorte de parallélisation, quoi. D'accord. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, un temps, on pouvait faire justement utiliser des instructions oh là, des trucs là de. Il y a longtemps aussi, Richard. Mais non, c'est pour les cartes graphiques, là, pour les textures, pour appliquer les textures, etc. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Autre chose. Ouais. Les SIMD, c'est pas du tout lié au. C'est pas du tout lié à la carte graphique, quoi. D'accord. Mais bon, Gérald, on va avoir des discussions ensemble. Possible. À l'époque des 3DFX. Les voodoo. Les voodoo. Ici, alors, la différence, donc effectivement, on va calculer, voir quel code est le plus rapide au niveau de l'exécution de la boucle, mais la différence se trouve juste au-dessus, au niveau de la déclaration de la fonction qui va être exécutée dans la boucle. Moi, je dirais celle de droite. Ou non, pareil. On dirait du JavaScript. Je dirais celle de gauche. À gauche. Moi, je dirais pareil, mais en fait, je préfère celle de droite.
Moi, je dirais Ok. Mais quand vous dites pareil, c'est pareil par rapport à celui qui a répondu juste avant vous ou c'est que c'est la même chose? C'est la performance en fait, c'est la même chose, c'est pareil. Je veux dire. Ok. Moi, je dirais celui de droite. Ok. Alors, pour ceux qui ont dit à gauche, eh ben, ils ont raison. Il n'y a personne qui a dit à gauche. Si, 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 on si. est à gauche. déjà, tu Il y en n'as a pas deux. d'allocation sur ta lambda. Tous ceux qui n'ont pas dit à droite, rien. Parce qu'à droite, c'est une lambda, à gauche, c'est un délégué, c'est ça? À gauche, c'est Exact. une function locale. C'est ça. Et du coup, il peut pas plus facilement inliner en plus quand c'est à gauche de ce côté-là dans la fonction et au final, le code est beaucoup plus Moi, j'ai rapide. compris lambda égale lent. Donc, Tu gagnes beaucoup de vitesse hein, à gauche? Ouais, je dirais plutôt pas mal. Je sais pas trop dans l'ordre, mais effectivement, vu que la fabrication est inline et tout, ça peut être pas mal, je pense. Et j'ai Peut-être même rarement plus de vu fois des le- délégués déclarés comme ça, en fait. Ouais, J'ai ça l'impression de perturbe. pas regarder du C#. Tu me dirais, c'est du C# ou pas? Comme ça, rapidement, je te dirais non, quoi. Ouais, c'est pour Ouais, ça que je disais, on je suis dirait assez du d'accord, JavaScript. c'est ça. Quoi. Quoi, vous n'utilisez pas les fonctions locales? Non. Ah, si, Si, Non, mais moi les j'utilisais fonctions à droite locales, comme à droite. les fonctions locales, tu les finis pas avec un point virgule. Si, quand tu mets avec une flèche, quoi. Quand tu as une seule instruction, comme les méthodes Ah oui, autres. tiens, oui, j'avais pas pensé, oui. Vraiment. C'est vrai Ouais, qu'on mais peut je savais faire pas ça. qu'on pouvait les mettre dans des plus big void comme ça, dans une méthode dans une méthode. Ah si, ça tu peux, mais Si, moi je les si. mettais en bloc, je les Faire. mettais pas en format lambda. Bah, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Oui, c'est une Pour méthode locale. ajouter de la lisibilité sur des conditions, des choses comme ça, hein, c'est pas mal, quoi. Une local function avec. Ouais. Moi j'aurais Mais moi fait je les plutôt mets une avec des private. accolades. Moi je les mets avec des accolades, en fait, j'ai jamais pensé Ouais. à les mettre comme ça. C'est vrai, c'est pas con. Alors, la Pour la question, prochaine, vous saurez. ouais, mais alors, la question est quel est l'intérêt des fonctions inline? Moi, j'ai un peu de mal au niveau de la Bah, ça t'évite, lisibilité. Quoi. pour une fonction qui va te simplifier un algo, ça t'évite de créer une méthode privée qui va être Ouais. visible et à documenter. Et pour la clarté du code. Quand Et en t'as plus, elle sera une- utilisée que dans cette méthode en fait. Cette méthode. C'est Exactement. ça. Quand tu dois remplir des propriétés d'objets, moi j'ai fait ça tout à l'heure, tu remplis des propriétés d'un objet, mais il y a plein de choses à devoir faire pour cette propriété, mais j'en crée une petite fonction, une petite méthode en dessous locale. Et donc le code est beaucoup plus clair, un nom explicite d'appel. quoi. Est-ce que Mhm. ça C'est ça moi diminue qui me la perturbait ici, complexité c'est qu'il appelle cyclomatique? Mais c'est Qu'est-ce très qu'il y a fonctionnel comme façon de penser. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien? Je me demandais, est-ce que ça diminue la complexité cyclomatique? Ça la cache peut-être? C'est ce qui me fait peur. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, la complexité cyclomatique, c'est de l'arnaque. Hein. Ouais, mais à moins de dérouler tout le code, c'est de l'arnaque, tu sais très bien. Ouais, mais ça se facilement vend dans SonarCube, quoi. Un jour, il faudra se dire, est-ce que SonarCube, c'est vraiment des métriques intéressantes, quoi. C'est vraiment se poser la question. Quoi. Bah, le problème de cyclomatique, moi j'ai la même chose avec NDepend, où justement il ressort un certain nombre de fonctions qui sont mauvaises à cause de cette détection de cyclomatique. Mais toi, tu peux mettre des méthodes privées. Ouais, mais et même... le problème dans ton cas, c'est que tu as plus de complexité cyclomatique que de lignes de code. Pour celui qui en a déjà fait, il comprendra. Next. Du coup, la différence, on va retourner sur le in. On retrouve ici. Et là, qu'il n'y en a pas. Du coup, Je pense qu'il n'y a que Gérald qui connaissait le int. Moi, je vais dire celle de gauche, parce qu'à droite, tu vas te taper une copie locale, non? Ouais. Non, c'est du ref. C'est du ref. Donc, ouais, mais c'est une struct à la fin, non? Que ta struct, tu n'avais pas read-only, donc je crois qu'il y a une notion de copie locale, mais c'est le point où je n'étais pas sûr déjà avant. Donc, Non, pour moi, la copie, elle est à gauche, donc ça serait à droite. oui, pardon, oui. Oui, voilà, ça sera à droite, là, le plus rapide. Pour moi, le plus rapide est à droite. Ouais. Je suis pas sûr. Quand tu passes une ref, il n'y a pas de copie, donc... alors, Si, parce qu'il y a read-only, ta ref. Donc, il y a des copies. Il y a une copie défensive, je pense, obligatoire. Donc, c'est peut-être la même chose, du fait. Non, pour moi, il y a une copie à gauche, mais pas à droite. On va voir. Hein. Non, Ouais, c'est un passage par référence, puisque Ah, c'est un objet... Ah non, c'est un struct, pardon. C'est un struct. Ah oui, c'est une struct. Fallait le voir. Quel détail. C'est une truc, donc c'est du value. Donc pour moi, donc c'est celui de tu droite, fais une alors. ref, c'est Ouais, forcément moi je plus dirais rapide. sur droite, il donne la référence avec le in. Il va nous sortir que c'est celui du milieu. Moi, je vais prendre, c'est la même chose. Il va nous dire les deux sont très lents, il va nous trouver une troisième solution. Tu mets read-only sur ta struct et il y en a une plus rapide.
C'est la même chose, tout simplement parce qu'on va retourner une valeur et la valeur retournée, du coup, pour pouvoir retourner cette valeur-là, il va devoir faire une copie. Et dans ce cas-là, bah, c'est la même chose, parce que dans les deux, il y a une copie. Où ça, elle est où là? Tu veux dire que Ncraft, la structure Ncraft, elle est copiée quelque part? Ouais, Non, c'est elle est le quand même sum. copiée. Donc, du coup, une copie Non. est faite. Dans le cas, Ouais. dans ce cas-là, la copie est faite. Mais dans le cas du in, il n'y a pas de copie qui est faite au niveau de l'appel, mais elle sera quand même faite au niveau de l'accès de s.sum, de la propriété de s.sum. Ah oui, le premier, les deux Ça passent arrive, par du coup, référence, même si elle est read-only. Voilà. Attends, pourquoi il fait la J'ai pas compris pourquoi il fait la copie. Parce que tu es sur un truc, le sum, c'est au final l'addition, ça renvoie à un décimal qui est une primitive. Là, qui est ici. Et du coup, il va devoir faire une copie pour pouvoir créer ça. Mais ça, c'est parce que c'est une struct. Si ça avait été une classe, on n'aurait pas eu ça. Non, même Est-ce que tu parce peux que tu as montrer la la décimale. description? Parce que j'ai le temps de bien Alors, regarder. grosso modo, c'est une seule technique et Merci. qu'en fait, c'est une méthode. C'est juste parce que c'est une méthode et qu'il va être sûr que le getter de la méthode ne va pas lui tâter l'instance comme il dit. Ah oui. Mais bon. Ça, Et mais du tu vois, coup, sur ouais. une structure en C'est vrai que c'est read-only, une méthode à getter. En fait, il y a si la plus décimale besoin était en de- read-only, il aurait pas dû, ça aurait été différent. Ça- Si ça- on aurait eu public read-only décimal. On aurait fait s.feed 1, il n'y aura pas eu de Ouais. souci, je pense. Voilà ce que Ouais. Et j'allais vu qu'on dire. fait s.sum, là, par contre, ça change tout. Eh, ça s'appelle le getter. Par contre, il y c'est aurait eu un truc. public read-only décimal sum, ça aurait été bon. Hmm, Parce qu'il y aurait bah, pas été- ça implique que tous tes fils soient read-only, ouais, potentiellement. potentiellement. Et ça, Alors, dans moi, je cette vous dis- structure read-only, en gros, tu profites de l'optime sur le in, quoi. D'accord. Pour Moi, moi, j'explique read-only, c'est pas que ça tout. modifiait pas la méthode, ça modifiait pas la méthode, la structure à l'intérieur de la méthode. Donc les fils, il n'y avait pas besoin d'être read-only. Ouais, peut-être. Moi, ce qu'il y a, Ok. c'est que j'explique pas Ça tout a des ça aux films. devs chez moi. hein. Ouais, on va pas s'en- Bah, tu pourras leur apprendre dès demain. Faudra Ouais, plutôt leur apprendre à mieux écrire du code parce que des fois là. Moi, j'en suis pas là. Hein. Attends, c'est laquelle? Ah oui, non, c'est peut-être moi, je sais. Ok. Ce next, la différence entre les deux. Ah bah voilà. Celui de droite, Et facile. ouais, things Ouais, droite. et things.aspan. À Bien droite, qu'elle ait par un rapport à check la derrière, span. En sachant que les deux ont un check, effectivement. Bah, Ça c'est la peut même tout changer. chose. Ah oui, c'est la même chose, on dirait. Bah, par le fait qu'on a un check, effectivement, c'est la même chose. Parce que du Ouais, coup, c'est la même chose. il n'a pas besoin de faire de type check ou ce genre de choses. Tout ce qu'il va faire, justement, ça va être l'itération. Tu perds l'intérêt du span là, donc t'as aucun intérêt du span. Bah, c'est Donc, pas ouais. la même chose pour les vieilles versions de .NET qui utilisent le package en compatibilité. Donc en dessous de 3.1, je pense que celle de droite est plus lente, mais à partir de 3.1 ou 3.0, je sais plus, c'est la même chose. Non, mais c'est effectivement. Oula. Et c'était laquelle Avant-dernière. Allez, on fait des pointers maintenant. J'ai pas compris c'était laquelle. Alors, ça fait la même chose. La différence, c'est qu'effectivement, ici, on va faire additionner une sum plus value, plus égal value. On va faire ça, sauf que d'un côté, on utilise les pointeurs, d'un côté, on utilise les stats. C'était quoi la réponse avant? J'ai pas suivi. C'était la même. Tu regarderas le replay. La réponse d'avant, c'était la même chose. C'est la même Merci. chose parce que du coup, quand tu fais un check et que tu fais un boucle, que ce soit un SPAD ou non, au final, ça revient au même parce que tout ce qu'il va faire, c'est la l'itération. Il ne va pas faire de type check ou quoi que ce soit derrière. Ok. Ouais. Voilà, donc ici, pointeur versus span. Lequel est le plus rapide? Je vous attends au tournant. J'ai jamais fait des pointeurs. hein. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut couper les couilles au gars qui a fait des pointeurs en C#, mais il peut pas se reproduire ce gars-là. Putain, il y a eu Aspen. Probablement que les j'aurais dû pointeurs dire sont à plus gauche. rapides. Non, Ouais, je dirais à moi je gauche. me disais, travailler avec des pointeurs, c'est en général c'est plus rapide. C'est le bordel dans la lecture, mais c'est plus rapide, non? Je pense que ça va être pas dirais mal à la gauche. même chose. Moi, je dirais à droite. Moi, je dirais à gauche. Il y a des spans, c'est nouveau. Ça ne marche pas à tous les coups, attention. Attention, il y a le unsafe. Dans le... Oui, parce qu'on va utiliser Ouais. la mémoire dans manager. Ouais. En gros, pour moi, si on doit l'écrire, il vaut mieux écrire le truc de gauche. Par contre, en termes de perf, je pense que c'est similaire. Ça nous Alors, emmerdait le unsafe dans notre code de tout le temps. pour ceux qui ont dit à gauche, bah, c'est pas bon. Ah, merde. Pour ceux qui ont dit à droite, bah, c'est pas bon non plus. C'est la même C'est chose. Gérard qui a gagné. C'est la Gérard, même pardon. chose. Yes.
Bien vu. Effectivement, au final, ça revient à peu près au même en termes de performance. Parce qu'au niveau des pointeurs, on va surtout essayer de faire de la lecture et non pas de copie ni quoi que ce soit. Voilà. Alors qu'en fait, ici, c'est la même chose, quoi. Ils vont juste faire de lecture, pas de copie, et on va essayer de faire la somme de tout ça. Le ASPAN, il est nécessaire Alors. dans le buffer ASPAN? Ou est-ce c'est juste pour nous perturber? Ou est-ce qu'on aurait pu faire un ASByte de buffer directement? Bah, le ASByte, du coup, il va te faire une copie du buffer, je crois. Je pense que ça doit être Non, pour il fait ça. pas de copie le ASPAN. C'est tout le principe du span. Je pense qu'il est optionnel parce que maintenant il y a une conversion implicite. C'était pas forcément le cas avant. Il n'y avait pas de conversion implicite de byte array de array vers span, vers read-only span ou vers span. Je sais plus. Maintenant, je crois qu'il y a une conversion implicite, donc il est peut-être optionnel. Peut-être, ouais. Là, ouais, à vérifier du coup. Mais bon, dans ce cas-là, du coup, on est plutôt bien. Vaut mieux à gauche, quoi. Comme ça, on n'a pas d'une safe. Ça. Au cas où tu fais un span, et puis voilà. Et c'est plus lisible. Ok. C'est le dernier, celui-là. Pointeur. Les deux sont des pointeurs. La seule différence principale que l'on voit ici, c'est que ici, on a une référence de buffer en tapant sur le premier élément. Ici, on a juste voilà, pas de référence et on prend directement le buffer en gauche. Moi, je dirais celui de droite parce qu'il ne doit pas se déplacer si jamais le buffer n'est pas au bon endroit. Moi, mon client, il m'a demandé est-ce que mon bouton il soit rouge plutôt que vert. C'est ça, moi j'en ai aucune idée. Après, c'est vrai qu'il faut faire des pointeurs en .NET et là, la question. C'est ça, personne n'en fait en vrai. C'est ça, ouais. Ça devrait être Moi, je interdit dirais d'ailleurs. droite, parce que t'as pas d'arithmétique de pointeur sur la droite, tandis qu'à gauche, tu en as peut-être. J'aurais peut-être pu squeezer ces questions-là. Mais bon, tant pis. Ouais, comme ça, je dirais aussi à droite, là, mais aucune vraie idée de pourquoi. Donc, du coup, vous dites tout à droite, mais personne ne sait pourquoi, c'est ça? Par rapport à la référence. Je dirais qu'à droite, tu fixes tout le buffer complet, potentiellement. Alors qu'à gauche, tu sais pas, tu connais pas la taille du buffer, donc tu fixes que le premier byte, enfin le premier élément. Moi, je dis que c'est le même. Intéressant. Mais du coup, je là, suis même pas sûr que le truc de gauche soit bon, en fait. Comme les deux sont fixes, je pense que ça revient au même. En tous les cas. La différence, elle est ailleurs. La différence est ailleurs. La différence, ah oui, attends, il y a des tests de buffer dans la partie de droite que tu n'as pas dans la partie de gauche, non? Le dépassement de capacité de buffer, à gauche, tu n'en as pas, donc c'est plus rapide. On s'approche, j'aime bien. Comme tu vas prendre le premier pointeur, tu travailles plus sur le buffer, mais sur un pointeur. À droite, tu travailles sur un buffer, donc tu as des calculs. Exactement, tu as des checks en fait. Tu as des checks là-dessus au niveau d'une référence, etc., qui doit être fait pour pouvoir vérifier si tout est bon. Alors qu'ici, effectivement, vu qu'on va directement checker la valeur, il n'y a pas ce check-là en question. Mais juste, ça suffit de fixer un élément du tableau. C'est fonctionnellement parlant, là. Oui, parce qu'en fait, la mémoire, elle est stockée dans plusieurs endroits. Ouais. Il connaît tout le bloc. Enfin, quand tu donnes un pointeur, il sait dans quel bloc il est. Donc, c'est tout le bloc de mémoire qui doit bloquer. Ouais, il va automatiquement bloquer tout le buffer, quoi. Ouais. Voilà. On regarde spoiler, effectivement, c'est un peu complexe. Mais ouais, si on fait buffer 0, on a une expression d'une référence ou un exo-range. Lorsqu'on a le buffer, on peut obtenir juste un nul pointeur. Et du coup, le compilateur, il a besoin de faire des checks supplémentaires au niveau de ce cas-là pour gérer le cas dans le cas où c'est un pointeur nul. Voilà. Mais bon, ouais, c'est... Voilà. Faites pas ça tous les jours, quoi. Il n'y a aucune des questions qu'on fait là que j'ai fait tous les jours. Hein. Ouais. J'en ai d'autres qu'on fait à peu près tous les jours. Après, si, au début, il y a eu 2-3 trucs. Les read-only, on peut les faire tous les jours, déjà. Oui. Déjà appliquer les des tuples, scripts maintenant, alors qu'il y a les records qui arrivent. Tu rentres dans... Faudra rajouter les records dans la liste. Les records, c'est quand même des références. Hein. J'ai pas compris la différence entre un record et un struct. Non, c'est plutôt entre les classes et des records, parce que record, c'est une classe. C'est une classe, mais il va te faire directement tes opérateurs d'égalité et de get hash code. Ouais, mais c'est surtout aussi pour l'immutabilité.
C'est dur à dire ce truc. Mais ça se retrouve pas sur la stack quand tu les crées. Non, c'est en mémoire les records. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la grosse différence. Pas instruct. Donc tu gagnes en performance aussi. Mais là, tu peux mettre 0 étoile sur 3. Enfin, moi, je préfère que ce soit sur la stack que dans le tas, quoi. Ouais, du coup, ouais, bah, les tubes qu'on utilise régulièrement aussi. Donc, du coup, ça, je trouvais ça super intéressant quand je suis passé de l'un à l'autre. C'est vrai. Le span, substring aussi, qui est utilisé de plus en plus. À utiliser de plus en plus. Effectivement, bah, si on veut maintenant prendre les 12 premiers caractères et que vous savez que vous allez appeler ça en boucle, bah, profitez-en pour mettre un span quelque part parce que ça peut vous sauver la vie. Ça peut sauver des chats. Le coup du is. Ouais. Souvent, je faisais isstring, alors tu vas me faire un as. Là, maintenant, je me rends compte que ça sert strictement à rien. Avant, je faisais ça. Depuis que j'ai vu ça, j'ai fait, bah, en fait. Oui, non, mais c'est parce que maintenant, on peut mettre la déclaration de la variable avant, dans le on même pouvait test. pas avec Avant, tu pouvais pas. C'est ça. C'est pour ça que j'aimais pas utiliser le is avant, mais depuis Richard, maintenant, je l'utilise. Puis après, ouais, on va partir sur des trucs. Savoir que les quêtes sont optimisées au niveau des types, ça c'est intéressant à savoir aussi, quand on a besoin de faire des types checks. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ouais, comment fonctionnent les refs et les in. Bah, après, c'est souvent une histoire de code. Est-ce que tu veux retourner une référence de ton résultat? Est-ce que tu veux... Enfin voilà, c'est une copie de valeur, etc. Donc c'est un peu plus... ça dépend vraiment de ce que tu veux avoir au final là-dedans. Les vecteurs, c'est vrai qu'il y a peu de chances qu'on l'utilise au moins une fois dans notre vie, mais le jour a besoin, je me dis, ça peut être intéressant de savoir qu'il existe des choses spécifiques de ce côté-là. Et puis après, bah, surtout le coup des funks. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser tous les jours. Donc, vraiment, Ça, je savais que les lambdas, c'était lent. Ça, je savais que... Après, on va partir sur les trucs un peu plus tricky. Du coup, Link est lent. Bah ouais, en plus, il crée des allocations mémoire, c'est pas le... franchement, sur nos applications, on voit pas la différence, quoi. Non, c'est ça. Link, c'est lent, mais c'est pour ça que dans tout le framework.NET, ils ont remplacé quasiment tous les usages de LinkU pour faire des vraies boucles for ou autres, mais c'est vraiment parce que eux, ils ont des temps de perf absolus, alors que nous, en général, dans 99,9% des cas, tout ce qu'on vient de montrer là, on s'en fout totalement, quoi. C'est ça, moi j'affiche un sablier et problème résolu. Au pire, tu rajoutes un task.delay et puis comme ça, tu factures pour l'enlever, quoi. Voilà. Les gens disent c'est un peu lent, hop, ok, une petite facture en plus. Tellement classique. On voit la J'envoie que c'est terminé avant que ce soit terminé, comme ça, le temps que la personne le lise, c'est terminé. Donc après, je sais pas, si Richard, t'avais prévu autre chose Pas du tout. De faire des news ou pas, ou sinon, bah, je peux continuer un petit peu sur les applications si vous voulez. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Location, là, j'en ai une quinzaine. Non, pardon, 14. Ah, ça, je l'ai en interview chez nous. Alors. J'espère qu'il ne me plante pas. On va te laisser répondre pour voir si tu te trompes pas, alors. Vas-y, donne la réponse, alors. Vas-y, Laurent. Vas-y. Je dis rien. 1, 2, 3. De droite, tout à droite. C'est quoi, du coup, là? Sachant qu'on n'a pas de exploit image de scène. C'est la dead time. Parce que c'est une struct. Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Les autres, ils vont allouer, alors que le date time, non. Ils ne vont pas allouer sur la app uniquement. Donc, classe, c'est ça. La même chose, mais avec soit en object, soit en quotable, soit en nullable. Celle de droite aussi. Droite, nullable, c'est un struct, non? Oui, c'est un struct nullable. Je ne sais plus c'est quoi le nullable. C'est au niveau du boxing. Ouais, c'est au niveau du boxing. Donc tous vont se boxer entre eux, sauf au niveau du nullable. Et c'est quoi le boxing? C'est quand tu vas... Pardon, passer d'un type à un autre. Donc genre, quand tu type un int et tu veux passer un objet, en fait, derrière, il va te faire un boxing, il va faire un casse implicite, en fait. Il va surtout mettre ton objet dans ton tas. Parce que l'objet, il est forcément en référence, donc il va prendre ton objet qui est dans ta stack, il va te le recopier dans ton tas. Et donc, forcément, tu as une copie en plus de l'allocation. Ok. Non. Alors celui-ci, on a un new list avec un point add. La différence,
Je ne la vois pas. Alors, on a un Si, plus t'as les petit, un plus capacités en haut, petit ou sur les égal, capacités, avec la le malin. capacité qui est définie. Ici, on n'a pas de capacité définie, mais on Ah, va lire les c'est valeurs mieux. de 0 à 9. Ah, déjà, c'est pas elle. Ici, on a une capacité, on va lire la valeur de 0 à 9. Ici, on a une capacité, on va lire la valeur de 0 à 10. Ouais, C'est celui de droite qui va planter. Non, Non, celui elle de va droite, planter, il va elle va pas rajouter planter. 10. Il va Il va rajouter te- 10 Qui au va dixième. planter Ça ne Euh, plante Moi, pas. c'est la celle du Onzième. milieu. Il va rajouter 10 multiplier au par dixième. deux le Celui du tableau. milieu. Donc, en effet, Doucement, c'est- les gars, doucement. Moi, je propose qu'on banne l'organisateur. vous êtes chaud là, vous êtes chaud. Donc, en effet, c'est Allez. celui du milieu. On aurait dû Alors, faire un squeeze. vu que tout le monde a parlé, je vais expliquer pourquoi. C'est qu'effectivement, là, on n'a pas de capacité, du coup, il va allouer à chaque valeur qui a été, qu'on ajoute le add. Ici, Pas ici chaque plutôt dans ce valeur. cas-là, Ah, non, on- c'est pas vrai. Tu Chaque fais à chaque 0, valeur, 4, mais 8. je ne sais plus c'est quoi le Il la grossit à deux capacité par fois à défaut. chaque fois. Je crois qu'il a un algo. Oui, il le double Ah, à chaque ça. fois. Mais je crois que la valeur minimale, elle est plus importante que 10. Donc, je ne sais pas si le premier. Ah, mais Non, il attention, commence à Richard, 0. équivalent En de fait, zéro. quand tu fais une new list, il fait 0 et après il passe à 4 de mémoire. C'est Ok. 4. Ouais, D'accord. avant, Ouais. au début, c'était 16 et ils ont Ouais, c'est changé ça, plusieurs ouais. fois l'algorithme. Ouais. Dans les dernières versions, ça a changé. Donc, Ah bah, je suis pas retourné voir le code de liste. Bon. Donc celui-là, effectivement, il a les 10 éléments de base. Donc du coup, on ne tombe pas dans ce cas de figure où il a le dessus. Par contre, arrivé à la 10e valeur, à i égale 10, Allô. on reboucle dessus. Donc du coup, là, on atteint on atteint le 11e élément. Et à partir de là, il va dire, ah bah tiens, bah, je vais rajouter 10 éléments dans ma liste. Donc effectivement, c'est bien celui-là. Les flags et les enums. Donc, attends, je reviens sur le précédent. Si jamais, pour niveau performance, on veut faire de la performance pour copier une liste dans une autre, prendre une source d'information qu'on veut copier dans une liste, c'est plus intéressant de récupérer la taille de la liste, de faire un new int, enfin un new object avec la taille de la liste, et puis de commencer à faire l'itération dessus alors. Ouais. Clairement, ouais. Ouais. Si tu mets pas le numéro. Moi, souvent, je fais new list, automatiquement, je mets directement les paramètres dedans. Des fois. Et si tu le fais par pointeur, c'est encore mieux. Ah Si tu as une accélération vectorielle. N'oublie pas le hashtag. Ouais, c'est ça. Tu l'écris en assembleur, hein, tu sais. C'est Sharp, c'est tellement has-been. Les enums. Alors ici, on va faire un check avec le hasflag, avec les statuts, les bitwise statuts. Ici, on va faire un enum is define. Ici, on va directement checker status et status.2, différentes Il faut zéros. être vraiment barjo pour écrire le code du milieu. Alors, quoi. le Je truc, dirais c'est que le hasflag, non? Le hasflag, il est fait pour ça. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend de ta version de .NET. Je crois que c'est à partir de 3 ou 3 points qu'ils ont fait que le hasflag, c'est un intrinsic, là. Donc, il est optimisé. Qui est équivalent, du fait, au 3. Alors, moi, j'aurais dit le 3, ouais. Ouais, mais je crois que le 1, maintenant, depuis .NET Core 3 points, il est équivalent au 3. Et avant, ils faisaient des méthodes pas optimisées, eux. C'est du Alors jeu. là, du coup, je ne sais pas si c'est optimisé, mais si c'est le cas, effectivement, on va parler de ce qu'il y a eu avant. Bah, dans ce cas, c'est la 3, si on parle des vieilles versions de .NET. Quoi. Qui est le code, leur exemple, il a quelques années quand même. Bah, c'était le vieux monde, hein, là où tout le monde se rencontrait. Donc faire le et à la main, on va dire, c'était plus optimisé que d'utiliser le hasflag. Ah bon. Ouais, exactement. largement. Ouais. Parce que le hashtag, lui, il va allouer l'énumération. Il va allouer status pour pouvoir faire ces comparaisons. Alors qu'ici, on va directement faire des comparaisons de bits et il n'y aura pas d'allocation derrière. Ouais, c'est comme les shifts à droite ou à gauche pour multiplier ou diviser par 2, quoi. On est au niveau assembleur, quoi. Et mine de rien, ça peut tout changer. Si on fait du .NET, c'est pour éviter de parler assembleur quand même, les gars. Bah, faut laisser le JIT faire son travail, en fait. Hein. Tu utilises le hasflag et le JIT fait son travail, quoi. Normalement, ouais. C'est le but. Celui-là, il est super intéressant. C'est quelque chose que je pense qu'on a tous eu et qu'on n'a jamais vraiment fait gaffe. Alors, vas-y doucement. La différence. Alors, on a une classe service. Une strict plutôt, pardon, excusez-moi, qui est de type, qui est une interface e-service. Voilà. On a une méthode useService qui, on va attendre l'interface e-service et qu'on appelle ensuite la méthode dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà tous fait en utilisant les interfaces. Ici, on a la même chose, sauf que plutôt que passer l'interface
en paramètres pour le use service, on va directement utiliser un type générique en précisant que le type générique doit être de type e-service de l'interface en question. Le troisième, on va juste passer un objet, un type objet qu'on va caster par la suite. Oula, c'est crade. Exactement. Qui dit crade dit pas bien, mais voilà. Je vous laisse décider si c'est pas bien, si c'est pas salaud. Le premier est déjà typé dès le début, il est moins générique, entre guillemets, c'est le cas des autres. Moins générique, certainement. Quand tu passes dans la table des méthodes, tu gagnes un niveau, je pense, avec la deuxième. Parce que tu vas directement taper la méthode do de la classe. Moi, je dirais la 2 aussi. Là. Faut pas spoiler trop vite, Gérald. Désolé. Non, mais je pense que c'est la 2 parce qu'en fait... Je donne pas la réponse, je dis pas pourquoi, si tu veux. En fait, moi, je vois la différence entre la 1 et la 2, c'est que la 1, il sera obligé de caster l'objet pour voir s'il implémente l'interface. Au lieu de la 2, il n'a pas besoin de le faire, non? Je sais pas. Non, c'est la table, c'est l'histoire de table des méthodes virtuelles, là, un truc comme ça. Ah ouais, la 2, il l'a fait à la compilation, il crée la classe à la compilation. Ouais, exactement. Ah, vous êtes dans le bon truc, là, j'aime bien. Donc, en effet, c'est la 2. C'est le podcast de Richard. Il crée la classe à la compilation, mais dans la 1, il n'a même pas besoin de la créer. Je veux dire, elle existe déjà puisqu'elle est déjà typée e-service. Dans la première, il va d'abord rechercher e-service, après il va chercher la méthode qui est en dessous. Donc tu as un niveau dans la vtable. Enfin, il y a une table, je crois, des méthodes quand tu as des descendances, quand tu as des hiérarchies comme ça. Que tu n'as pas à droite dans celui du milieu parce que lui, il va directement taper la classe. La bonne référence. En fait, la référence à service, ok. Ton service est de type service, il n'est pas de type e-service. Ouais. Et du coup, il va quand même devoir faire un check à ce niveau-là. C'est ça, un check pour voir si c'est compatible. Alors, en fait, ici, il va prendre e-service, il sait que le type générique est de type e-service. Du coup, il va prendre toutes les classes de type e-service. Si tu en as 50, il va te créer 50 use service avec le type qui diffère de chaque. Il va pas utiliser, il va te créer le service. Il va te créer use service avec directement service en passage de paramètres. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais qu'il allait créer le use service que sur les. Je crois qu'il allait créer le service que pour l'instance, le type qu'il avait utilisé, pas pour tous. Voilà, ouais, ça, c'est le GJIT qui va. En gros, le GJIT, la première fois qu'il passe sur une méthode générique, il compile une version spécifique pour le générique que tu passes. Oui, voilà, c'est que là, tu vas pour chaque version, pas chaque argument que tu vas passer. Enfin, pas chaque argument, mais chaque T que tu vas passer, il va compiler une version spécifique pour ton T. Ouais. Donc, tu perds il peut remplacer. Et tu gagnes en vitesse. Pas en disque, mais en performance de GJIT. Parce que là, c'est vraiment le GJIT qui fait le truc. C'est pas dans le code C#. Enfin, pas dans l'IA généré, c'est dans l'assembleur qui va générer. C'est ça. Et en fait, là, il y a une vraie différence qui va faire donc, dans le méthode 1, dans le cas 1, il va faire un call virtuel, donc un call virt dans l'IL. Alors que dans le deuxième, il va être capable de dévirtualiser le call pour éviter de passer justement par la vtable dont tu parlais avant. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Ça sentait le truc de la hiérarchie d'objets de classe. Ouais. Du coup, le type générique, c'est bien. Ouais. Et c'est souvent utilisé pour tous les types, pour les structs, notamment les structs qui implantent des interfaces ou des choses comme ça. En fait, tu vas parce que si tu utilises une struct, par exemple, dans le cas 1, il va y avoir un boxing vers l'interface, alors que dans le cas 2, la struct va rester vraiment une struct tout du long et il n'y aura pas d'allocation. Donc, c'est vraiment utilisé beaucoup dans le code de .NET pour les structs. On sort pas un peu de la question qui est est-ce que ça alloue ou pas, parce que c'était le but de la question, pas la vitesse. Bah, du coup, au ça alloue pas non plus. Au niveau de la PS, ça alloue pas. Il n'y a pas de cast ou de boxing ou autre. Ouais. Le point to upper. Ah, c'est intéressant ça. Encore des pointeurs. Alors, il y a une petite erreur dans le code, c'est qu'il n'y a pas, normalement, si tu fais un S égale S point to upper peut-être. Mais bon, c'est un petit oubli. Alors, juste pour info, d'un point de vue sémantique, ces trois codes-là sont totalement différents. Le premier est juste, les deux autres sont faux. Voilà. Je dis juste sur un article de blog sur les to-upper, comment changer de casse correctement. Je dis ça à tout hasard pour ceux que ça intéresse. Oui, parce que c'est des caractères Unicode, donc ils ne sont pas tous la même taille. C'est ça. Le 2 et le 3, c'est pas possible, parce qu'il y a des caractères qui sont plus que d'un seul... Ouais, c'est ça, tu vas te retrouver avec des caractères qui ne vont pas être correctement to-upper, en fait. Donc tu n'auras pas le bon résultat. Sur ce, j'avoue, je m'attendais pas à ça, je savais pas, mais effectivement, c'est logique. Disons que tu travailles avec des runes, pour le coup, tu n'auras pas de problème, mais la rune, c'est plus complexe à travailler, quoi. Tu ne peux pas compter les tailles de chaîne en comptant les caractères. Bon, bah, je sais ta question alors.
J'ai aussi un article sur comment compter le nombre de caractères correctement. Ouais. C'est plus compliqué que les runes, là, pour le coup, parce que tu as les notions de graphème aussi, où tu peux combiner plusieurs runes, mais dans un seul, tu vois, genre les emojis. Tu vois. Et Faire on un sort de... swapper sur un emoji, ça fait Mais quoi c'est vrai, ça c'est pas simple de compter les attaques d'une chaîne. Non, Ça lui c'est pas rajoute simple. un chapeau. Mais je crois qu'il y a une méthode en Ça lui .NET. rajoute un chapeau, ouais. Bah, attends, je vais t'envoyer le lien vers l'article là, si tu veux, Ouais, que je j'avais veux. écrit là-dessus. On se comprend. En gros, il suffit de rajouter une remarque que ça fonctionne sur les caractères, C'est le caractère caractères classique. latins, quoi. Dans l'exemple qu'on a, ça fonctionne. Mais voilà, après, ça, effectivement, si on veut des trucs un peu plus olé olé. Alors, on peut pas vérifier, on n'a pas les caractères Unicode de chaque Minecraft. C'est ça. Ça se trouve, t'as glissé un truc bizarre au milieu, Un caractère non visible. par exemple. Et bon, du coup, là, je pense que vous l'avez, hein, le plus rapide. Ça va être Pas du tout. Pas du tout. Bah là, de toute façon, un Toolper, dans tous les cas, il va allouer une nouvelle string qui est plus grosse. Ici, pour chaque caractère, du coup, il va incrémenter un nouvel caractère dans la nouvelle string qui est upper. Alors, dans ce cas-là, il va quand même allouer. Donc, créer une nouvelle string à chaque caractère en plus. C'est ça. Et ici, on va directement remplacer chaque caractère par son équivalent en upper. Donc, il n'y a pas de nouvelle. Il n'y a pas d'allocation de lettres ou de quoi que ce soit. Il va juste directement placer. Mais ça, c'est vraiment l'horreur. La 2, modifier une string, une place, là, c'est pas pensé pour. Hein. Ouais. La meilleure façon de faire serait d'utiliser string.create maintenant, qui est là depuis .NET 3, je crois, qui est la version optimale pour ça. Il y a string.create, moi je connaissais même pas ça. J'ai un article là-dessus, je peux te l'envoyer aussi. Je vais faire de la promo pour mon blog, là, c'est incroyable. On aura la lecture ce soir, avant d'aller se coucher. Celui-là, donc du coup, on a un tableau avec, il y en a un qui n'a pas de stack alloc, il y en a un qui a un stack alloc au niveau du tableau. Et il y en a un autre, on va prendre une liste. Donc, lequel n'alloue pas. Donc, quand on dit n'alloue pas, généralement, c'est ne pas allouer sur le help, mais sur la stack, c'est correct. On a le droit de saloper la stack. C'est ça. Du milieu, non? Ouais, le milieu. Ouais, c'est pareil. Du coup, c'est le milieu, parce que au niveau stack alloc, on va mettre le tableau dans la stack, hein, plutôt qu'ailleurs. Et au final, jamais utilisé. Non, et je me dis qu'on devrait plus l'utiliser, en fait, pour les petits tableaux. D'ailleurs, il n'y a plus besoin de unsafe maintenant, dans la 2. Là. Si tu utilises span à la place de var, tu peux mettre span int, tu n'as plus besoin de unsafe. Intéressant. Ok. Celui-là, il y a voilà. Donc, du coup, la différence, donc c'est la même code partout ici, sauf que ici, au niveau de la déclaration de tableau, là, on a un array de int. Ici, on a un ilist. Ici, on a une liste. Du coup, au niveau de la calcul des sommes des valeurs, la type reporté sur la signature de la méthode. Et dans ce cas-là, voilà, il y a une petite boucle qui est faite pour calculer la somme. Pourquoi il y a quand même un cast dans le for each à gauche. Pourquoi il fait un cast dans le for each? Un cast int, c'est pas une question, parce que il n'y a pas l'énumérateur dans les arrays de int comme ça. Je sais plus. Bien sûr. Ah oui, Toré retourne un tableau, je crois, non? Je sais plus pourquoi. Un tableau de int. Toré en haut, non? C'est peut-être pour nous. Non, je sais pas. Pour savoir si on connaît les optimes qu'il y a dans le tooling queue. Peut-être. Je pense que typiquement, ce cast-là doit être droppé correctement. J'avoue, j'ai pas vérifié, j'ai un doute sur la réponse de celui-là. En gros, pour moi, si le cast est bien optimisé, comme il devrait être, celle de gauche, c'est la plus rapide, sinon celle de droite. Ah, mais là, c'est pas la plus rapide, c'est qu'est-ce qui n'alloue pas? Ah, pardon. Oui, oui c'est vrai. Pour moi, à gauche, il devrait inliner le tableau. Donc, le tableau c'est celle de droite qui alloue pas. Qui est tout à droite. Celle à droite, elle alloue pas parce qu'il n'y a pas de changement de type, il n'y a rien, donc tout est sur la stack. La storage est sur la stack. Moi, j'aurais dit à gauche. Si, est-ce que celui de droite, une conversion, celui du milieu, tu as une conversion de liste. Ah non, c'est un iList aussi au-dessus. Ouais. Pardon. J'ai pas vu le changement de type aussi. Pour moi, je le mettrais.
Il y en a un des trois qui a loupa. Ouais. Je mettrai quand même le tableau. Moi. Oh, mais ce cast, il perturbe. Peut-être C# ne le fait pas parce que du coup, il voit que c'est du int. Alors, c'est tout? Okay. Ouais. Je montre la solution? Ouais. Ok. Après, on va arrêter. Je ne sais pas si on arrête là ou pas. Ah oui, c'est ça. L'énumérateur list.getEnumérateur est une struct, contrairement aux autres types. Donc, du coup, lorsque tu fais un for each sur une liste, sur une instance de liste, il ne va pas générer d'allocation parce que du coup, le numérateur qui va récupérer de list, qui est une implémentation spécifique, va directement retourner une structure en fait, un numérateur qui est une struct. Oui, effectivement, j'avais été voir le code source de list et tu vois bien que aussi. List, il va overrider le getEnumérateur de enumerable pour justement réécrire sa propre implémentation avec une structure. Et ils expliquent en fait, la main le de gauche est la bonne, sauf qu'il y a un cast, donc du coup il y a une setup de copie. Ah, tu vois, c'est à cause de ce cast. D'accord, moi je crois que c'était l'ensemble, moi je comptais les allocations des objets en haut, enfin je comprends chercher. Ouais. Ah. C'est bien celui-là. Tu me dis qu'on arrête, Richard. On va faire la dernière là. Dernière, ok. Donc ici, donc on veut exécuter une action avec la méthode execute qui attend une action dans les trois. La seule différence, c'est que ici, on a directement ça. Ici, on a answer qui est défini. Ici, on va directement faire un execute de doSomething avec doSomething qui est une petite méthode qui fait rien. Et voilà. À droite, hein. Tout à droite. Il y a moins de code, il y a moins d'allocations. Hein. Alors le toWrapper devrait marcher comme ça aussi. On vous dit à droite. Par contre, celui du milieu, je comprends pas pourquoi il fait un new answer en fait. C'est-à-dire qu'il crée un objet de lui-même en fait. Ouais. Bon, en gros, la différence, c'est qu'à droite, tu fais un délégué sur une méthode statique, alors qu'au milieu, tu fais un délégué sur une méthode non statique. Ah oui. Je pense que c'est ça qui va le montrer comme différence. Ah oui, tout à fait, oui. Sachant qu'à date, en termes de perf, a priori, ça a toujours été plus rapide de faire des délégués sur les méthodes non statiques. Donc tu veux dire que c'est la 2 la plus rapide, la 2 qui a loupa? Non, qui est peut-être la plus rapide, je sais qui a loupa. Je ne trompe pas de consigne cette fois. Enfin, qui est la plus rapide, après c'est pas clair ce qu'il y a un new chasseur avant. Mais... Moi, à mon avis, celle du 2 elle a loup parce qu'elle va allouer un délégué pour la answer 3. Donc il y a forcément une allocation. Tandis qu'à droite, il n'y en a pas parce qu'il y a un objet. J'ai juste une question. Quand vous dites 2, c'est celle de tout à fait à droite ou c'est celle du milieu? Parce que pour moi, c'est 0, 1, 2. Non, Développeur jusqu'au bout, Richard. Moi, je dis 3 ou 2 pour Richard. T'as combien d'enfants, Richard? 2? 0, 1, 2? 3. Et 0 chien. Je dirais la dernière. La dernière? Ok. Je pensais à quelque chose, mais je suis pas sûr de ma réponse, donc je vais... Donc c'est à gauche. Ouais, c'est à gauche. Parce que du coup... Ah, voilà, ok. Effectivement, parce qu'ils attendent tous une action dans la méthode execute. Ce qui fait que lorsqu'on passe notre méthode qui n'est pas une action dans l'execute, bah, en fait, il va devoir la convertir, en fait. Alors qu'ici, on a déjà une action. Du coup, lorsqu'on passe l'action directement dans l'action, bah, au final, il n'y a pas d'allocation de conversion. D'accord. Effectivement. Tout bête, mais ouais. C'était ce que je pensais du coup. On avait dit qu'on arrêtait là. On arrête là. Ok, bah, écoute, voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci Damien. Ça vous a plu. Il reste quelques questions si vous voulez pour plus tard. Et puis, bah, on verra quand on en parlera ensemble si besoin est. Pas de souci.
je veux bien continuer. C'est sûr que si on prend des exemples de la vie réelle, ce serait mieux. J'ai essayé d'en sélectionner quelques-unes plus intéressantes de ce côté-là. Ça marche. Ok, bon, bah écoutez, merci Damien pour ce Merci coup. beaucoup. Et puis, bah écoutez, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. J'ose plus poser la question. On te regarde tous, Laurent. Écoutez, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Salut.